Bonjour, bienvenue pour cette troisième et dernière conférence sur la physique quantique, qui est donc consacrée à la question de l'interprétation du formalisme, que je dois traiter avant même d'avoir pu vous présenter complètement, évidemment, le formalisme lui-même. On n'en a vu que quelques aspects essentiels. On peut se demander pourquoi est-ce qu'en physique quantique on parle d'interprétation alors qu'en physique classique, la physique, disons, newtonienne ou galiléenne, la notion d'interprétation n'est que très rarement évoquée. Ben, c'est tout simplement qu'en physique classique, l'interprétation du formalisme, donc la relation en quelque sorte entre les équations qu'on utilise et les expériences ou les résultats d'expériences qu'on peut faire dans le monde physique, ben, cette relation est assez directe. On pourrait la formuler de façon très simple en disant que en physique classique, toute grandeur de la théorie a une contrepartie dans la réalité physique, que cette grandeur soit mesurée ou non. Et donc ce qu'on va appeler en physique quantique le problème de la mesure, qui va déclencher ces questions d'interprétation, ce problème n'existe pas en physique classique, au sens où, en physique classique, faire une mesure, c'est faire une sténographie de la réalité. C'est-à-dire, on enregistre une donnée qui est déjà là, on en mesure donc la valeur numérique, et le statut conceptuel de cette donnée existe dans le formalisme par le fait que, à chaque grandeur mesurée, correspond une variable physique qui a un statut bien défini dans le formalisme, c'est-à-dire dans l'ensemble des équations qu'utilise la théorie physique. Alors, comme on l'a vu la dernière fois au deuxième cours, en physique quantique, on n'utilise plus la notion de corpuscule. Les particules quantiques ne sont pas des corpuscules. Et donc cette notion s'efface devant la notion de vecteur d'état, donc d'une grandeur mathématique qui appartient à ce qu'on a appelé un espace de Hilbert, un espace vectoriel. Et donc on change complètement la représentation qu'on se fait des états physiques, ce qui pose la question du lien entre la représentation des systèmes physiques, dans l'espace abstrait qu'est l'espace de Hilbert, et puis les résultats des mesures qui sont faites dans l'espace physique à 3 dimensions. Comment établir la règle de correspondance entre le réel empirique, le réel dans lequel on fait des expériences, et puis les espaces mathématiques abstraits dans lesquels on fait des calculs qui permettent de prédire les résultats des mesures. Alors, il y a une question qui se pose aujourd'hui, qui est de savoir si ces règles de correspondance entre la description du monde et le monde lui-même, donc cette question d'interprétation, est-ce qu'elle doit être considérée comme une sous-théorie à l'intérieur même de la théorie quantique? C'est ce que pensent certains physiciens aujourd'hui, c'est-à-dire la question d'interprétation est en fait une question que le formalisme permet de résoudre. Ou bien est-ce qu'on doit considérer que elle est un commentaire inspiré de thèses philosophiques présentes a priori, alors qu'il s'agisse des thèses de Kant qui est souvent évoquée, ou bien de Kierkegaard, ou bien de Platon, ou d'autres. Autrement dit, est-ce qu'on doit considérer que l'interprétation, comme le pensaient les pères fondateurs de la physique quantique, ce que on a évoqué lors du premier cours, eux ils pensaient qu'il fallait s'inspirer des thèses de Kant, peut-être les aménager, mais il fallait partir de thèses philosophiques a priori pour interpréter la physique quantique convenablement. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de physiciens qui pensent que la question d'interprétation sera réglée en utilisant les règles mêmes du formalisme. Donc l'interprétation pourrait être intégrée dans le formalisme lui-même. Alors, pourquoi est-ce que très vite, quand je dis très vite, c'est à partir des années 25, 26, 27, les physiciens se sont rendus compte qu'ils allaient devoir affronter ce problème de l'interprétation? Eh bien, c'est lié, comme on va le voir, au principe de superposition que j'ai évoqué la dernière fois, qui est le principe de base de la physique quantique, qui donne à la physique quantique son efficacité. C'est ce principe de superposition qui permet de comprendre la structure de l'atome, qui permet de comprendre comment un atome absorbe ou émet de la lumière, et qu'on utilise en théorie des champs aujourd'hui pour décrire le comportement non seulement de l'atome, mais aussi des particules élémentaires, qu'elles soient présentes dans l'atome ou non. Donc c'est vraiment le principe de base de toute la physique contemporaine. Quand on met de côté la gravitation, dont je rappelle qu'elle n'est toujours pas susceptible d'un traitement quantique. Elle reste
traité par la relativité générale, la théorie d'Einstein, et n'a toujours pas été unifié à la physique quantique. Donc, ce principe de superposition, pour dire les choses de façon très résumée, est utilisé pour la description de 3 des 4 interactions fondamentales de la nature. L'électromagnétisme et les 2 interactions nucléaires. Alors ce qu'on va voir, c'est que ce principe de superposition, dont on a déjà dit qu'il donne à la physique quantique son efficacité, est aussi à la base de tous les problèmes qu'elle pose depuis 70 ans. Et plutôt que de faire un historique complet de cette problématique, je vais essayer de résumer le débat par une seule expérience de pensée dont on va voir qu'elle amène à des contradictions, enfin à des conclusions difficiles à accepter. Donc je vais prendre une particule, par exemple un électron, dont je suppose qu'il peut exister avec 2 états internes possibles. Par exemple, on a parlé du spin la dernière fois. Un électron, quand on mesure son spin, on peut trouver on peut trouver 2 valeurs possibles. Soit le spin qu'on mesure selon une certaine direction de l'espace vaut 1/2 de h bar, h bar étant la constante de Planck divisée par 2pi, ou bien moins 1/2 de h bar. Donc quand vous faites une mesure du spin de l'électron, vous tombez sur l'une ou l'autre de 2 valeurs possibles seulement. Et donc on va dire que l'état de spin de l'électron a 2 valeurs possibles. Soit l'électron est dans l'état A, c'est son spin vers le haut, 1/2 de h bar, soit l'électron est dans l'état B, c'est son spin vers le bas, moins 1/2 de h bar. D'accord? Donc l'électron a 2 états internes possibles. Je dis interne parce que le spin est une propriété intrinsèque de l'électron, donc il y a 2 états possibles, A ou B. Bon. Et cet électron qui a 2 états internes possibles, je l'envoie dans un tube que j'appelle grand I. Donc il vient de la gauche, il entre dans le tube, et là, il y a un dispositif que je n'ai pas représenté sur la figure, qui s'appelle un appareil de Stern et Gerlach. Bon, concrètement, c'est une configuration de champ magnétique qui fait que si l'électron a un spin vers le haut, il va partir vers le haut dans le canal grand A, et si l'électron a un spin vers le bas, c'est-à-dire s'il est dans l'état B, il va partir dans le canal grand B. Autrement dit, c'est un dispositif qui oriente la trajectoire de l'électron en fonction de la mesure qu'il fait de son spin. Une sorte d'aiguillage, si vous voulez. Alors, pour décrire l'état complet de l'électron, je dois aussi préciser sa localisation. L'état complet, ce n'est pas simplement son état interne, c'est aussi dans quelle zone d'espace il se trouve. Et je ne vais pas trop me compliquer la vie, je vais décrire l'état complet de l'électron comme étant le produit de son état interne par sa localisation. Donc un électron qui est dans l'état interne petit a et qui est dans le canal grand I, je le décris par un vecteur d'état qui est le produit, dans un certain sens, de l'état interne par la localisation, c'est-à-dire AI. Et compte tenu de ce que je viens de dire sur la fonction de l'appareillage que je n'ai pas représenté sur la figure, le Stern et Gerlach, un électron qui arrive dans l'état petit a grand I, bien, va partir dans le canal grand A, c'est-à-dire que son état va devenir petit a grand A. Son état interne n'est pas changé, il garde la même orientation pour son spin, simplement il change de localisation. De même, s'il arrive dans l'état complet petit b grand I, il part dans le canal grand B et son état devient petit b grand B. D'accord ? Donc vous voyez, de façon symbolique, j'ai écrit de façon très condensée la fonction de l'appareil que je n'ai pas représenté qui aiguille la trajectoire de l'électron en fonction de l'état de son spin. Et jusqu'ici tout va bien, mais c'est maintenant que je peux utiliser le principe de superposition, dont je vous rappelle que ce principe disait que si A et B sont 2 états possibles d'un système, A plus B est également un état possible du système. Donc je peux fabriquer un électron qui est dans l'état A, un électron qui est dans l'état B, je peux aussi fabriquer un électron qui est dans l'état A plus B. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire A plus B ? Qu'est-ce qu'une superposition quantique ? Alors, ces électrons que j'ai fabriqués dans l'état A plus B, je les envoie dans le canal grand I. Comme la réponse de l'appareil qui est là est une réponse linéaire,
que deviennent ces électrons? Eh bien, les électrons qui sont dans l'état A plus B et dans le canal grand I, eh bien, vont avoir, après le passage de cette zone, un vecteur d'état qui est la somme du premier et du deuxième. Autrement dit, les électrons vont se trouver dans l'état petit a grand A plus petit b grand B. Et toute la question d'interprétation de la physique quantique consiste à se demander qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire petit a grand A plus petit b grand B? Alors on peut tenter plusieurs explications ou interprétations. On voit que cette somme mélange du A et du B. Et on pourrait donc se dire que l'électron, c'est comme un fluide. Hein, si vous avez des tuyaux disposés de cette façon, vous envoyez un liquide ici, il y a une partie du liquide qui va dans grand A, une autre partie du liquide qui va dans grand B, donc le liquide s'est divisé en deux sous-liquides, si on peut dire, qui sont localisés de façon séparée. Bon. On pourrait se dire que pour l'électron, c'est la même chose. Que finalement, on s'est trompé, c'est pas une particule élémentaire, c'est une particule qui est sécable. Et imaginez qu'il y a un bout de l'électron qui va dans grand A, puis un bout de l'électron qui va dans grand B. Le problème, c'est que si on met ici ce qu'on appelle un photomultiplicateur, c'est-à-dire un appareil qui est capable de détecter un électron, on en met un ici, sur le canal grand, au bout du canal grand A, un autre ici, au bout du canal grand B. Et bien, quand on entend un clic, c'est-à-dire le passage d'un électron ici, on n'en entend jamais ici. Et réciproquement, quand on entend un clic ici, on n'entend pas de clic là. Autrement dit, quand on fait une détection, on ne trouve l'électron localisé qu'en un seul point. Il apparaît soit là, jamais aux deux à la fois. Donc il est bien indivisible. Alors on peut essayer de compliquer un peu l'interprétation et se dire que lorsqu'il arrive ici, donc au niveau de l'appareillage qui fait la sélection en quelque sorte, l'électron est sommé, c'est le cas de le dire, de faire un choix. Il est sommé de prendre position. C'est-à-dire que quand il arrive là, il est en quelque sorte obligé de choisir entre l'état A et l'état B. Il ne peut pas rester dans cette espèce de superposition ambivalente. Il est obligé de choisir une valeur précise et bien déterminée de son spin. Et on pourra imaginer que s'il choisit A, alors il ira dans le canal grand A. Et s'il choisit B, il ira dans le canal grand B. Donc admettons que ce soit bien ça qui se passe. Et on va simplement compliquer un peu l'expérience en se disant que le canal grand A, on va le refermer sur le canal grand B, comme ceci, pour que les deux chemins aboutissent tous les deux dans un nouveau canal que j'appelle I'. Et j'imagine qu'il se passe ici ce que je viens de décrire. Et j'imagine qu'au lieu d'envoyer un seul électron, je vais en envoyer grand N, un grand nombre, qui sont tous dans le même état initial. Donc ils sont tous dans l'état A plus B grand I, et voilà, ils arrivent là. Il y en a certains qui choisissent A, ils font ce chemin, les autres choisissent B, ils font ce chemin. D'accord? Si cette interprétation est exacte, ça signifie que dans le canal I', j'ai un mélange de deux populations. C'est-à-dire que j'aurai des électrons qui seront dans l'état AI', c'est ceux qui auront choisi ce chemin, et puis des électrons qui sont dans l'état BI', c'est ceux qui ont choisi le deuxième chemin. Autrement dit, si cette interprétation est exacte, chaque électron qui est dans I' a un état interne bien déterminé. C'est soit A, soit B. Et donc j'ai une population qui mélange deux catégories d'électrons, ceux qui sont dans AI' et ceux qui sont dans BI'. Bon. Le problème, c'est que cette façon de voir ne tient pas. Elle ne tient pas. Pourquoi? Je ne peux pas vous le démontrer simplement, il faut faire des calculs, mais elle tient dans le fait que si vous calculez la valeur moyenne d'une certaine grandeur, en l'occurrence la valeur du spin selon la direction de propagation, donc selon l'axe horizontal ici, quand vous calculez la valeur moyenne du spin sur cette population, donc sur ce mélange
que j'ai fabriqué à partir de l'interprétation que je viens d'évoquer, vous obtenez une valeur qui n'est pas la même que si vous calculez cette valeur moyenne sur l'état A plus BI', c'est-à-dire l'état que vous obtenez quand vous ne faites aucune hypothèse sur ce qui se passe ici. Autrement dit, de ce désaccord, vous pouvez déduire qu'un état de type A plus BI', c'est-à-dire une superposition quantique d'états, n'est pas un mélange. Donc quand vous avez un état A plus B, ça ne signifie pas que c'est un mélange du A et du B. Quand l'électron est dans l'état de spin A plus B, ça ne signifie pas qu'il est un peu vers le haut et un peu vers le bas, ou même qu'il est à une valeur nulle qui serait la moyenne entre les deux possibilités. Donc la grande leçon qu'il faut retenir de ceci, c'est qu'une superposition quantique n'est pas un mélange des deux états qu'elle combine. Ça peut même être plus que deux états, ça peut être un nombre infini d'états. Ce n'est pas un mélange de tous les états possibles. Que dit la physique quantique? Enfin, que dit l'interprétation orthodoxe de la physique quantique? Elle dit que lorsque vous avez un électron qui est dans cet état, c'est-à-dire dans un état superposé, elle dit que si vous faites une mesure de la position de l'électron ou bien de son état de spin, vous avez une chance sur deux de trouver l'électron dans le canal grand A avec l'état interne petit a, et une chance sur deux de trouver l'électron dans le canal grand B avec l'état interne petit b. D'accord? C'est tout ce qu'elle dit. Elle dit, si vous faites une mesure, voilà la probabilité que vous obteniez tel ou tel résultat. Si vous ne faites pas de mesure, l'état de l'électron est un état ambivalent, indéterminé, et son spin, par exemple, est une grandeur qui n'a pas de signification physique. Puisque le spin, il peut être A ou B, on ne sait pas très bien comment quelle est sa valeur, indépendamment d'une mesure qu'on peut faire sur lui. Alors ça pose des problèmes terribles, parce que, regardez, admettons que je fasse une mesure, et je trouve que l'électron est dans l'état interne petit a. Ça veut dire qu'il apparaît dans le canal grand A, et aussitôt après la mesure, je peux dire que l'électron est dans l'état interne petit a et dans le canal grand A. Ça veut dire que son vecteur d'état, aussitôt après la mesure, c'est petit a grand A. Je vous rappelle qu'avant la mesure, c'était ça. Ça veut dire que le fait de faire une mesure a changé la représentation mathématique de l'électron. Avant, c'était petit a grand A plus petit b grand B. Après, c'est petit a grand A. Ça veut dire que le fait de faire une mesure dans l'espace physique à 3 dimensions a modifié la représentation mathématique de l'électron dans l'espace de Hilbert. La mesure change la description de l'électron. Réciproquement, si je le trouve ici dans le canal grand B avec l'état interne petit b, ça signifie qu'après c'est petit b grand b, d'accord, cet état-là. Et donc là encore, la mesure a modifié la représentation mathématique de l'électron. D'accord ? Il y a eu ce qu'on appelle, enfin ce que Heisenberg a appelé en 1927, une réduction du paquet d'ondes. Avant, on avait une somme. Après, il n'y a plus qu'un des deux termes de la somme qui subsiste. Donc la mesure a modifié, a réduit le nombre de termes qu'on trouve présents dans la somme. Autrement dit, le vecteur d'état a l'air de nous indiquer l'ensemble des résultats possibles d'une expérience, sans préciser ce que sont les valeurs des variables qui seront mesurées par cette expérience, qu'elles restent indéterminées. Et ça, c'est des choses que des physiciens comme Einstein, Schrödinger, De Broglie et quelques autres ne pouvaient pas accepter. L'idée qu'une mesure, au lieu d'être une simple sténographie de la réalité, modifie ou même détermine les propriétés qui sont mesurées, c'est une idée absurde. Pour Einstein et pour quelques autres, une mesure est une opération passive. Une mesure en physique enregistre une grandeur qui est déjà là et déjà bien déterminée. Et je vais dire les choses de façon un peu grossière, un peu simplifiée, mais en gros leur argument qui va alimenter toute la controverse
entre Einstein et Bohr notamment, que je vous raconterai par la suite, est de dire la chose suivante. Si je fais une mesure qui me donne, premier cas de figure, petit a grand A, ça veut dire, je répète, qu'aussitôt après la mesure, le vecteur d'état de l'électron, c'est petit a grand A. Que vont dire Einstein et quelques autres? Ils vont dire, mais juste avant la mesure, l'état de la particule, c'était déjà petit a grand A. Donc la mesure n'a fait qu'enregistrer une position de l'électron et un spin de l'électron qui étaient déjà déterminés. Mais c'est pas ce que nous dit la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle nous dit non, avant la mesure, c'était ça. Donc il y a un problème. Que va dire Einstein? Il va suggérer l'idée que la mécanique quantique est incomplète. C'est-à-dire que le vecteur d'état qui décrit l'électron ne nous dit pas tout ce que nous sommes en droit de savoir de son état physique. Autrement dit, le formalisme de la mécanique quantique oublie des choses. Décrire l'état d'une particule par son vecteur d'état, c'est ne pas tout décrire de son état. Et même si l'idée n'est pas d'Einstein, ça va engendrer des recherches autour de ce qu'on appelle des variables cachées. C'est-à-dire, les gens vont dire, la physique quantique est incomplète, il manque, pour décrire l'état complet de l'électron, un certain nombre de données qui nous sont cachées, et qu'on va appeler des paramètres cachés ou des variables cachées. Par exemple, je caricature un peu, mais c'est pour que vous compreniez bien, je vous demande de rester concentré, hein, parce que après ça va se compliquer un peu, le raisonnement va être un peu compliqué. Bon. Imaginons que un électron, ou l'état d'un électron, soit décrit par son vecteur d'état, plus un paramètre caché, supplémentaire, qui n'a pas d'écho dans le formalisme de la physique quantique. C'est-à-dire un paramètre qui existe physiquement, mais qui n'existe pas dans le formalisme quantique. Ce paramètre, je vais l'appeler lambda. Et pour simplifier, je vais imaginer qu'il ne peut prendre que deux valeurs possibles, qui sont plus 1 ou moins 1. S'il vaut plus 1, ça veut dire que lors de la mesure, l'état de l'électron, ça sera petit a grand A. S'il vaut moins 1, ça sera petit b grand B. D'accord? Donc l'état complet de l'électron il est décrit par le vecteur d'état, plus la valeur de lambda, qui vaut plus 1 ou moins 1. Si ça vaut plus 1, et si on savait que ça vaut plus 1, alors le résultat de l'expérience serait complètement déterminé. Quand lambda vaut plus 1, on sait que le résultat, ça va être A, petit a grand A, donc on est capable de faire une prédiction certaine du résultat de la mesure. Si c'est moins 1, on trouve petit b grand B, donc on est capable de faire une prédiction certaine du résultat de la mesure. Comme on ne connaît pas lambda, c'est un paramètre caché, eh bien on raisonne en termes de probabilité. On dit il y a une chance sur deux de trouver, etc. Mais si on connaissait lambda, on aurait un discours déterministe. On n'aurait plus une théorie probabiliste. Et ça, c'est le grand argument d'Einstein, de dire que les probabilités que la mécanique quantique nous permet de calculer ne sont pas des probabilités intrinsèques au monde physique. Elles sont liées à notre ignorance. Autrement dit, nous manions des probabilités parce que nous ne savons pas tout ce que nous pourrions savoir du réel physique. Et c'est ça qui va l'opposer à Bohr. Bohr va dire non, les probabilités de la mécanique quantique sont des probabilités intrinsèques. Elles ne sont pas liées à notre méconnaissance partielle du système quantique, elles sont consubstantielles à l'acte de mesurer. Alors, je vais revenir assez longuement sur cette controverse qui est une controverse philosophique, et miraculeusement, à partir des années 60, elle va pouvoir être tranchée au laboratoire. Donc vous avez un problème philosophique qui va trouver une solution par une expérience de physique. Et c'est ça que je voudrais vous raconter. Mais avant, je passe rapidement sur un paradoxe de la mécanique quantique dont vous avez certainement entendu parler, qui est le paradoxe du chat de Schrödinger, qui est directement lié à ce principe de superposition. Un électron peut être dans un état superposé, A plus B.
Nous sommes composés d'électrons, d'atomes, de molécules, etc., qui peuvent également être dans un état superposé. La question, c'est pourquoi nous ne sommes pas dans un état superposé? Pourquoi les objets macroscopiques ne sont pas aussi superposés que les états microscopiques qui les constituent? Moi, j'ai une position dans l'espace qui est à peu près localisée, vous aussi. Je suis pas en A plus B, où A serait Étienne Klein ici à la Villette et Étienne Klein à Chamonix. Enfin, hélas, parce que c'est bien de pouvoir dire on est bien localisé. Pourquoi est-ce qu'on est bien localisé alors que nos particules ne le sont pas? Et Schrödinger, il a une correspondance avec Einstein très, très suivie pendant pas mal d'années. Et en 1935, il a repris en fait une idée d'Einstein. C'est Einstein qui a eu l'idée de trouver un stratagème qui transporte le problème de la superposition qui existe à l'échelle microscopique en un problème qui existe aussi à l'échelle macroscopique. Einstein avait imaginé un baril de poudre au bord d'exploser, donc qui est dans un état ambivalent, et Schrödinger a eu le génie de transposer ce problème à celui d'un chat, donc un être vivant, donc c'est plus impressionnant, qui est le chat de Schrödinger. D'accord? Donc vous avez par exemple ici un atome radioactif dans une boîte, vous mettez un chat dans la boîte, une fiole de poison, et vous fermez la boîte, le chat est dedans, il est vivant, et vous savez que la période radioactive de l'élément étant de, je sais pas moi, de 2 jours, si vous attendez 24 heures, donc une journée, la probabilité que l'atome se soit désintégré vaut 1,5, et la probabilité qu'il ne se soit pas encore désintégré vaut également 1,5. Et donc si vous décrivez l'état quantique de l'atome radioactif en question, il est la somme, la superposition, d'un atome qui s'est désintégré et d'un atome qui ne s'est pas désintégré. Donc il est dans un état superposé, A plus B. A, l'atome s'est désintégré, B, l'atome ne s'est pas désintégré. Il ne s'est pas désintégré à moitié, hein. Je vous rappelle, une superposition, ça n'est pas un mélange. Donc vous ne pouvez pas dire qu'un atome dans un état superposé, c'est un atome qui s'est un petit peu désintégré. D'accord? Il y a une chance sur 2 qu'il l'ait fait, une chance sur 2 qu'il ne l'ait pas fait. Point barre. D'accord? S'il s'est désintégré, alors il a été détecté par un dispositif qui fait tomber un marteau, non représenté sur la figure, qui casse la fiole de poison. Et si la fiole de poison est cassée, le poison se répand dans la cage et le chat meurt. D'accord? Et donc vous avez tout un stratagème de causes, toute une succession de causes et d'effets qui fait que si l'atome est dans un état superposé, la fiole de poison est dans un état superposé et le chat aussi. Et donc le chat est décrit quantiquement comme étant la somme d'un chat vivant et d'un chat mort. Un chat vivant, c'est pas un chat qui est dans un état superposé vivant plus mort, c'est pas un chat à moitié mort. Ou qui serait mort dans la partie basse de son corps et vivant dans la partie haute ou l'inverse. Non, c'est un chat qui, si vous observez son état, eh bien vous avez une chance sur 2 de le trouver vivant, une chance sur 2 de le trouver mort. Était-il vivant ou mort après que vous l'ayez trouvé vivant, par exemple? La question n'a pas de sens. C'est du moins ce que dit Bohr. Parler de l'état physique d'un objet dont on n'a pas mesuré l'état physique, c'est faire de la métaphysique. Donc, la seule façon vraiment concrète de résoudre le paradoxe de Schrödinger, c'est de lui faire rencontrer le chien de Pavlov. Auquel cas, après, il est mort. Alors, le génie d'Einstein, ça a été de comprendre qu'il y avait ce problème et de le transformer de telle sorte qu'il soit insupportable. Et pour ce faire, il est passé d'une particule à 2 particules. S'il n'y a qu'une particule mise en jeu, c'est le scénario qu'on vient de voir, on aboutit à l'idée de la réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire la mesure change l'état physique du système qu'on mesure. Bon. Et Einstein a l'idée d'étendre ce problème à 2 particules. Et il va écrire un article avec 2 collègues en 1935, dont je parlerai tout à l'heure, dans lequel il montre que si la mécanique quantique a raison, et si elle est complète, alors
il se passe des choses étonnantes qu'on appelle aujourd'hui la non-séparabilité quantique, ou les intrications quantiques. Alors pourquoi est-ce que ce problème se pose? Je vais le décrire formellement, et puis ensuite je vous raconterai comment l'histoire s'est déroulée entre 1935 et aujourd'hui. Alors, j'ai donc un système capable d'émettre deux particules. Donc c'est un atome, par exemple, qui peut émettre deux photons. Les deux photons partent en sens opposé par conservation d'impulsion. Et je suppose que ces deux particules peuvent exister dans deux états internes possibles, A ou B, toujours la même histoire. Et qu'il y a une règle de conservation qui est mise en jeu dans l'histoire, de telle sorte que si cette particule numéro 1 est dans l'état petit a, l'autre est nécessairement dans l'état petit b. Hein, leur moment cinétique se conserve, donc s'il y en a une qui est vers le haut, l'autre est vers le bas et réciproquement. Okay. Là, j'ai mis une citation de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, parce que cette intrication, moi, ça me fait penser aux Rolling Stones. Vous savez qu'à chaque fois qu'un Rolling Stone a essayé de faire une carrière solo, ça n'a pas bien marché. Par contre, quand ils sont tous les quatre, ça fait un spectacle incroyable. Et donc les Rolling Stones forment un groupe qui n'est pas la somme de ses constituants. Le tout n'est pas la somme de ses parties. D'accord? C'est ça l'intrication quantique, c'est un effet Rolling Stones. Je cite les Rolling Stones pour des raisons que je pourrais vous détailler s'il y a des questions, mais c'est le groupe, à mon avis, qui montre le plus ça. Bon, les Beatles, ça marche pas du tout, U2 non plus. Bon. Alors, je reviens à mon histoire. Imaginons que c'est la particule numéro 1 qui part avec le spin petit a. Du coup, la particule numéro 2 part avec le spin petit b. Comment est-ce que je décris le vecteur d'état des deux particules ensemble? Là, il y a une règle quantique qui dit que vous devez faire le produit. Donc, le vecteur d'état de la paire de particules, 1 et 2, c'est le produit du vecteur d'état de la première particule, qui est dans l'état A en l'occurrence, par le vecteur d'état de la deuxième particule qui est dans l'état B. D'accord? Vous voyez que là, on a une paire qui est égale à la somme de ses parties, c'est-à-dire la particule 1 a un état bien déterminé, c'est petit a, la particule 2 a un état bien déterminé, bon, etc. Et la paire en question, c'est la somme des deux, c'est la conjonction des deux. Les deux particules ont chacune un état bien défini et la paire également. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que ce soit la particule 2 qui parte avec l'état interne petit a. Et du coup, c'est la 1 qui part avec le B. Donc il y a une deuxième possibilité, c'est que l'état qui décrit la paire, ce soit psi de 1, au lieu de psi 1, 2, où la 2 a l'état A et la 1 l'état B. D'accord? Mais en fait, je ne sais pas laquelle part avec le A et laquelle part avec le B. En plus, les deux particules sont indiscernables. Donc je dois là aussi faire jouer le principe de superposition et dire que tant que je n'ai pas fait de mesure sur l'une ou l'autre de ces deux particules, le vrai vecteur d'état de la paire de particules, c'est la somme psi 1, 2 plus psi 2, 1. D'accord? Vous faites jouer le principe de superposition comme d'habitude. D'accord? Et vous voyez que là, ça devient très embêtant. Parce que quand la fonction d'onde ou le vecteur d'état de la paire est bien défini, les particules qui sont censées la constituer sont dans des états internes non définis. Vous connaissez parfaitement le vecteur d'état de la paire, mais vous êtes incapable de me dire si c'est la particule 1 qui est dans l'état A ou si c'est la particule 2. Parce que les deux possibilités cohabitent en quelque sorte dans cette superposition. D'accord? Donc la description du tout, c'est-à-dire de la paire de particules, n'est pas équivalente à celle de ses parties. Quand les parties ont un état bien défini, donc c'est soit ça, la paire, elle, n'est pas bien définie. Il manque les interférences quantiques qui viennent de cette superposition. Qui viennent ce qu'on appelle les corrélations. Il manque, ce qu'on appelle les corrélations quantiques. Donc quand vous connaissez bien la paire, vous ne connaissez pas bien les parties. Et quand vous connaissez les parties, il vous manque les corrélations qui interviennent quand c'est la paire qui joue en entier. Et c'est ce phénomène d'intrication qui va donner lieu à la non-séparabilité quantique. Alors, vis-à-vis de ce débat, je le dis rapidement, il y a en fait trois attitudes possibles. La première, c'est l'attitude positiviste, qui consiste à dire
quand vous me parlez de la réalité, indépendamment de la connaissance que j'en ai, vous faites de la métaphysique. Et donc vous tenez des discours qui ne sont pas scientifiques. La seule chose que la physique doit faire, c'est de me permettre de prédire correctement les résultats des expériences. Ça, la physique quantique le fait fort bien, donc il n'y a plus rien à dire. C'est comme ça et c'est pas autrement. La physique, elle décrit notre interaction avec le monde physique, et non pas le monde physique lui-même. Et donc ça sera l'attitude qui deviendra ce qu'on appellera à partir des années 27 l'interprétation de Copenhague, parce que Bohr était danois et on a repris le nom de sa ville pour désigner cette interprétation qui sera l'interprétation majoritaire. L'autre attitude possible, c'est ce que j'appelle le malaise constructif, c'est-à-dire la physique quantique, il lui manque des choses, c'est pas la théorie finale, et elle peut être transformée, modifiée, pour qu'on échappe à cette réduction du paquet d'ondes. Donc l'archétype des théories qu'on a proposées comme alternative à la mécanique quantique, c'est notamment la théorie de Bohm, qui consiste à ajouter des variables cachées. Donc vous complétez la description quantique des objets physiques par l'ajout de paramètres cachés, autant qu'il en faut, pour que vous puissiez rétablir un déterminisme absolu. C'est-à-dire, si on connaissait la valeur des paramètres, alors on n'aurait plus besoin d'utiliser les probabilités. Donc ça part de l'hypothèse que la physique quantique est incomplète, évidemment. Et puis, il y a une troisième attitude possible qui consiste à proposer une autre interprétation que l'interprétation de Copenhague, tout en gardant le même formalisme. Donc vous ne mettez pas de variable cachée, simplement vous interprétez autrement ce qui se passe lors d'une opération de mesure. Donc Wigner avait fait des choses dans ce sens dans les années 60 en faisant intervenir la conscience de l'observateur. C'est la conscience de l'observateur qui tue le chat, ou qui le laisse vivant. Donc ça a donné tous les délires parapsychologiques des années 80. Mais Wigner est revenu là-dessus par la suite. Everett, l'interprétation des mondes multiples, avec l'idée que quand vous faites une mesure sur un électron qui est dans un état superposé, A plus B, si vous trouvez A, c'est qu'il y a de façon concomitante création d'un univers parallèle dans lequel c'est B qui se réalise. C'est l'interprétation des mondes multiples, c'est-à-dire l'idée qu'il y a autant d'univers qu'il y a de possibilités de résultats pour une mesure. Alors quand vous comptez toutes les mesures qui ont été faites en physique sur des états dichotomiques, ça fait beaucoup d'univers parallèles. Donc si vous êtes heureux dans cet univers, il y a peut-être un univers où vous êtes malheureux. À chaque fois que vous faites un choix, eh bien, si c'est une des possibilités qui est choisie, ça veut dire que dans un autre univers, c'est l'autre possibilité qui a été réalisée. Bon. Alors, simplement, on peut discuter pendant des milliers d'heures de tout ça, des gens l'ont fait, il y a des millions d'articles sur ces sujets. Simplement, il y a deux nouvelles conditions limites. C'est-à-dire, il y a deux événements, si vous voulez, qui se sont produits récemment, qui font qu'on doit en tenir compte quand on parle des questions d'interprétation de la physique quantique. Ces événements correspondent donc à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire c'est des contraintes qui viennent de la physique et qui font que tous les discours ne sont plus possibles. La première contrainte, elle date de 81, c'est une expérience que je vais vous décrire tout à l'heure, qui a abouti à ce constat expérimental de la non-séparabilité quantique. Et puis, depuis une dizaine d'années en gros, il y a une nouvelle théorie ou un nouveau modèle qu'on appelle la théorie de la décohérence, qui résout en partie le paradoxe du chat de Schrödinger. Bon, je ne vais pas en parler, je l'évoquerai s'il y a des questions la concernant, mais en gros, c'est une interprétation de la mesure qui est issue du formalisme quantique lui-même, et qui montre que si on a un état macroscopique, donc un état qui est constitué par un grand nombre de particules, alors le couplage entre cet objet macroscopique et son environnement, l'environnement c'est le rayonnement, c'est le vide quantique, etc., c'est tout ce qui baigne autour de l'objet, mais l'environnement agit comme s'il mesurait constamment le système. Et donc l'environnement oblige le système à réduire son paquet d'ondes tout seul, et à donc faire cesser sa superposition d'autant plus rapidement qu'il est constitué d'un grand nombre de particules.
Et quand vous faites le calcul pour un chat, le chat a tellement d'atomes, de molécules, d'électrons, etc. en son sein, que la décohérence est très rapide. Et donc on comprend pourquoi un chat est classique. On comprend pourquoi le chat étant quantique, en fait tout se passe comme s'il était classique. Et on ne voit que des chats vivants ou morts. Et non pas des chats qui seraient dans des états superposés. Donc le chat de Schrödinger, on peut considérer qu'il est dans un état quasi classique, et c'est compris grâce à cette théorie de la décohérence. Alors, maintenant je vais me rapprocher de mes notes parce que je veux pouvoir faire les choses dans les temps, et si je bavarde, je vais m'égarer. Je vais essayer de vous raconter comment on est arrivé à ce constat expérimental en 1981, qui n'a cessé d'être confirmé depuis, de la non-séparabilité quantique. C'est en fait un des débats sur la physique les plus importants du XXe siècle. C'est plus fort intellectuellement que la controverse entre Einstein et Bohr est plus forte intellectuellement que la controverse entre Chirac et Balladur, par exemple. Hein? Alors, comment ça s'est passé? Quand est-ce que Einstein et Bohr se rencontrent pour la première fois? En fait, ils se rencontrent en 1920, en Hollande, à l'invitation d'Ehrenfest, dont on a un petit peu parlé lors du premier cours. Et Einstein, dans ses notes, dans ses cahiers, écrit qu'il est immédiatement séduit par Bohr. Il a l'impression que Bohr est un génie absolu. Il écrit, c'est vraiment un homme de génie, j'ai entièrement confiance en sa façon de penser, je suis amoureux de lui autant que toi. Mais au cours des années suivantes, il y a des nuances qui apparaissent entre Einstein et Bohr, et à partir de 1927, Einstein ne fait plus tout à fait confiance en la façon de penser de Niels Bohr. Alors, le grand tournant dans cette histoire, c'est 1925, où plusieurs physiciens notent que la physique est arrivée à la croisée des chemins. Soit elle parvient à retrouver le cadre d'interprétation de la physique classique, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, la physique est une sténographie de la réalité physique. Donc soit elle parvient à retrouver ce cadre d'interprétation qui n'attribue pas de rôle fondamental à l'opération de mesure, soit elle quitte définitivement ce cadre. Et Ehrenfest, qui était un grand physicien mais aussi un fin psychologue, a eu en 1925 une intuition qui est que cette grande affaire de l'interprétation de la physique quantique, il sent qu'elle va se jouer entre Einstein et Bohr. Il a compris que c'est ces deux-là qui allaient s'affronter autour de cette question de façon plus intense que d'autres physiciens comme Dirac ou Schrödinger ou Pauli. Alors, Ehrenfest s'arrange pour que Einstein et Bohr discutent de l'interprétation de la physique quantique en 1927 à l'un des congrès Solvay, c'était le 5e. Les congrès Solvay, c'était ces congrès annuels qui étaient financés par un industriel du sucre à l'hôtel Métropole à Bruxelles. Et comme Ehrenfest l'avait prévu, Einstein et Bohr s'affrontent à propos du concept de réalité physique. Qu'est-ce que la réalité physique? Et à propos de ce que l'on peut en dire et en connaître. Bon, Ehrenfest et Einstein sont d'accord, se moquent de Bohr quand il essaie de présenter les prémices de ce qui deviendra l'interprétation de Copenhague. Et j'ai pas le temps de raconter tout ça, même si c'est passionnant. La question, c'est autour de quoi s'organise le débat philosophique qui oppose Einstein et Bohr. Alors Einstein, dès 1927, reconnaît que la théorie quantique est une théorie ingénieuse et il loue sans la moindre réserve son efficacité opératoire et sa portée pratique. Vous ne trouverez pas un texte d'Einstein dans lequel il dirait que la physique quantique est fausse. Il n'a jamais écrit cela, ni ne l'a pensé. Simplement, il dit qu'une théorie physique ne doit pas être jugée à l'aune de sa seule efficacité. Car une théorie physique n'a pas pour seule mission, si on peut dire, de prédire correctement les résultats des expériences. D'après lui,
elle doit également dépeindre ce qu'il appelle les structures intimes du réel, c'est-à-dire le réel tel qu'il existe indépendamment de nous. Ce qu'Einstein appelle la réalité, c'est ce qui existe indépendamment de nous. Or, à ses yeux, la physique quantique ne remplit pas cette mission. Pour deux raisons que vous êtes en mesure de comprendre compte tenu de ce que je vous ai dit la dernière fois et aujourd'hui. Première raison, la théorie quantique stipule que si on connaît l'état d'un système physique, on ne peut généralement pas prédire le résultat d'une mesure, mais seulement calculer les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat. Parmi tous les résultats possibles a priori, un seul est sélectionné par hasard par l'opération de mesure. Oui, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on trouve petit A grand A dans la fameuse expérience que j'ai présentée, le choix au moment de la mesure est parfaitement aléatoire. C'est du moins ce que dit Bohr. D'où l'objection d'Einstein, Dieu ne joue pas aux dés, c'est pas le hasard qui décide d'un résultat d'une mesure en physique. Donc, pour Einstein, une bonne théorie physique est une théorie qui se doit d'éliminer le hasard, sinon de ses constructions, du moins de ses principes. Deuxièmement, c'est la deuxième objection d'Einstein, Einstein y tient à ce qu'on pourrait appeler le réalisme ordinaire des physiciens. C'est-à-dire, d'après lui, la physique se doit de défendre l'idée d'un monde réel dont les plus minuscules parcelles existent objectivement, comme existent les cailloux et les chaises, que nous les observions ou non. C'est-à-dire que nous devrions être en mesure de décrire un électron ou un atome comme s'il s'agissait d'une chaise ou d'un caillou. C'est-à-dire que nous pouvons leur attribuer des propriétés physiques qui ne dépendent pas de la connaissance que nous en avons. C'est-à-dire, nous pensons qu'un caillou a une position dans l'espace, que cette position existe même si nous ne la connaissons pas. De la même façon qu'une voiture sur une autoroute a une vitesse qui est bien définie, même si cette vitesse n'est pas mesurée. Maintenant, elles sont toujours mesurées, comme vous savez. Mais avant qu'il y ait des radars, on pensait quand même que les vitesses des voitures étaient bien déterminées, même si elles étaient inconnues. Donc pour Einstein, il y a des faits, des objets, des événements qui sont réels. J'insiste sur cette définition. Il écrit « Ils ne sont pas seulement des réalités pour nous, mais bien d'authentiques réalités tout court. » Or ce réalisme-là est laissé de côté par la physique quantique, comme on l'a vu, puisque, par exemple, le spin d'un électron n'est pas réel, n'est pas décrit comme réel tant qu'une mesure n'est pas faite sur sa valeur. Alors, qu'est-ce que Bohr lui rétorque en 1927 à ce congrès Solvay? Il rétorque qu'il ne faut pas considérer qu'il existe une réalité indépendante de l'appareil de mesure, car d'après lui, il est impossible d'obtenir une séparation nette entre le comportement des particules et leur interaction avec les appareils qui déterminent leurs conditions d'existence. Donc pour Bohr, la vitesse d'une particule n'est pas une propriété de la particule. La vitesse d'une particule est une propriété partagée entre la particule et le détecteur qui permet de la mesurer. De sorte que, d'après Bohr, ce qu'une théorie physique peut prétendre décrire, ce sont seulement des phénomènes incluant dans leur définition le contexte expérimental qui les rend manifestes et non une réalité prétendument objective. La physique ne décrit plus le réel, elle décrit le contexte dans lequel on entre en interaction avec le réel. Alors, ce débat est évidemment passionnant. Il va se poursuivre jusqu'à la mort d'Einstein en 1955. Bohr, lui, est mort en 1962. Mais en fait, ce débat, il a connu plusieurs temps forts, notamment un premier en 1935.
grâce à un article de 4 pages seulement, écrit par Einstein et 2 de ses collaborateurs. Il était aux États-Unis à l'époque. Enfin, il était déjà aux États-Unis. Le premier, c'est Boris Podolsky, qui est en fait le rédacteur de l'article, et Nathan Rosen, un deuxième physicien. Et cet article, on l'appelle l'article EPR, du nom des initiales des 3 auteurs, Einstein, Podolsky, Rosen. C'est le seul article de la Physical Review dans lequel il n'y a pas de référence à la fin. Donc il ne cite personne. Une sorte d'article qui ne parle que des principes fondamentaux de la physique quantique et des déductions qu'on peut en tirer. Et paradoxalement, c'est l'article le plus cité de l'histoire de la physique. Tapez EPR sur Google et vous verrez l'impact qu'a pu avoir ce petit papier de 4 pages, impact bien supérieur à tout ce qui provient du réacteur expérimental EPR en construction en Normandie. Alors qu'est-ce que Einstein et ses co-auteurs font dans cet article? Eh bien, ils présentent pour la première fois une situation dans laquelle la mécanique quantique prédit des corrélations très fortes entre des particules éloignées l'une de l'autre. Ce que j'ai un peu montré tout à l'heure. Peut-être que je peux d'ailleurs revenir sur le schéma. Imaginez donc que la paire de particules soit dans cet état-là. D'accord? Je fais une mesure, par exemple ici, du spin de la particule 2. Je trouve B. Ça signifie que le vecteur d'état de la paire, c'est ça. Donc la mesure a tué ce terme. Il y a une réduction du paquet d'ondes. Mais ça signifie que dès lors que j'ai mesuré B pour la particule 2, aussitôt, le spin de la particule 1 devient A. Alors qu'avant, c'était pas A, c'était une chance sur 2 que ce soit A, une chance sur 2 que ce soit B. D'accord? Donc ça veut dire que cette mesure ici a déterminé l'état de la première particule, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc pour Einstein, c'est pas possible ça. Ça signifie qu'il y a un signal qui part d'ici et qui va dire à la particule 1, moi j'ai choisi B, donc tu dois choisir A. Ce système, ce message ne peut pas aller plus vite que la lumière. C'est Einstein qui parle, il est le père de la relativité, il ne va pas admettre qu'un signal puisse aller plus vite que la lumière. Donc d'après lui, si on trouve B pour la particule 2, ça signifie que avant la création des 2 particules, plutôt au moment où elles ont été formées, la particule 1 était déjà dans l'état A, si on a trouvé que la 2 était dans l'état B. D'accord? Donc il manque une variable cachée, un lambda qui vaut plus 1 ou moins 1, et qui, a priori, s'il était connu, permettrait de dire quel sera le résultat d'une mesure du spin sur la particule 2, ou bien le résultat d'une mesure du spin sur la particule 1. Mais là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'influence à distance, qui, dès lors qu'une mesure est faite sur l'une des 2 particules, vient influencer l'état de l'autre particule. Une sorte de corrélation qui s'établit entre les mesures faites sur l'une ou sur l'autre. Alors, l'article d'Einstein prédit donc l'existence de corrélations qui apparaissent si les 2 particules sont préparées dans un état physique autorisé par la théorie, mais dont les propriétés sont surprenantes, c'est ce que je viens d'écrire. Et ces états surprenants, on les appelle des états EPR, ou bien des états intriqués, pour reprendre un adjectif qui avait été proposé par Schrödinger en 1935. Pour un tel état, donc un état du type de celui par lequel je décrivais la paire de particules, le formalisme quantique prédit que des mesures de position sur chacun des 2 électrons donneront des valeurs exactement symétriques par rapport à l'origine, et que des mesures de vitesse donneront des résultats toujours identiques. Au signe près, les 2 particules ont des vitesses opposées, mais si on mesure la position de l'une, à un endroit donné, donc, on trouve une certaine valeur de la position, on a déduit que la position de l'autre, elle est symétriquement de l'autre côté. Donc, et étant donné que les 2 électrons sont éloignés l'un de l'autre, la mesure effectuée sur le premier ne saurait modifier, dit Einstein, l'état du second. Donc Einstein et ses co-auteurs en déduisent que le second électron possédait
avant la mesure, une vitesse ou une position parfaitement déterminée. Mais comme l'état quantique, lui, ne spécifie aucune valeur particulière de la vitesse de cet électron, Einstein et ses co-auteurs considèrent que cet état quantique ne reflète pas la totalité des propriétés de cet électron, et par extension que la physique quantique ne reflète pas non plus la totalité des propriétés de la réalité physique. Et ils ont conclu, après 4 pages de discussion, dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de calcul, ils ont conclu que le formalisme de la physique quantique est incomplet. Alors, Bohr reçoit cet article publié en janvier 1935. Il est à la fois émerveillé par l'argumentation d'Einstein, qui est absolument géniale, et il est troublé par l'argument qu'ils utilisent. Car cet argument, le passage de une particule à 2 particules, auquel il n'avait pas lui-même songé, s'appuyait explicitement sur le formalisme quantique, sans nullement le contester, car qu'à aucun moment de l'article, Einstein ne conteste le formalisme quantique, au contraire, il s'appuie sur lui, et il semblait en démontrer le caractère incomplet, inachevé, et donc provisoire. Donc Einstein considère que la physique quantique, elle marche très bien, mais un jour, on n'aura plus la compléter par une théorie plus fondamentale qui rétablira la réalité, le réalisme ordinaire des physiciens, en même temps que le déterminisme de la physique classique. Alors, Bohr va écrire un papier en février 1935 dans lequel il conteste quand même l'argumentation d'Einstein, mais l'article de Bohr est un article très difficile à lire. Moi, je le lis tous les ans pour essayer de m'en imprégner, mais en fait, c'est des intuitions, c'est confus, ça n'a pas la clarté de l'article PR, qui est une sorte de chef-d'œuvre d'argumentation. Simplement, Bohr a l'intuition que dans un état quantique de type EPR, on ne peut plus parler des propriétés individuelles de chaque électron, et cela même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre. Autrement dit, Bohr a l'intuition de la non-séparabilité quantique qui interdit qu'on puisse parler séparément de l'un ou l'autre des 2 électrons qui forment une paire, dès lors qu'entre eux existent les corrélations prévues par la mécanique quantique. Alors, c'est évidemment un débat fondamental, et vous pensez peut-être que ce débat, qui touchait les fondements même de la physique du monde microscopique, a eu forcément un immense écho chez les physiciens. En fait, pas du tout. L'article, à l'époque, passe pratiquement inaperçu. À cette époque, la physique quantique allait de succès en succès, au niveau de l'atome, puis au niveau du noyau de l'atome. Et la plupart des physiciens se désintéressèrent de ces questions qui leur paraissaient académiques. Autrement dit, l'adhésion à l'une ou l'autre des 2 positions, celle d'Einstein ou celle de Bohr, leur semblait une affaire de goût personnel ou de choix épistémologique, sans que cela ait la moindre conséquence sur la mise en œuvre du formalisme quantique. Et Einstein lui-même ne disait pas qu'il fallait utiliser autrement la physique quantique, mais simplement changer la façon de la considérer et de l'interpréter. Donc à la limite, qu'on soit einsteinien ou bohrien, ça ne change pas l'usage que l'on fait de la physique quantique. Et donc les physiciens avaient tendance à considérer que c'était des problèmes philosophiques. Et en plus, il y avait l'espoir qu'au niveau du noyau des particules élémentaires qu'on découvrait petit à petit, on arriverait à fonder une nouvelle physique qui ferait de la physique quantique une physique éphémère, qui avait révolutionné la physique classique et puis ensuite été elle-même remplacée par une autre physique. Et pendant 30 ans, les termes du débat entre Einstein et Bohr ne furent guère modifiés. Le seul événement marquant fut le travail de David Bohm que j'ai évoqué, qui proposa une version de l'expérience de pensée EPR portant non plus sur des observables continus, vitesse et position, comme dans l'article d'Einstein, mais sur des observables discrètes, le spin, que j'ai utilisé tout à l'heure dans mon exemple, qui ne peuvent prendre que 2 valeurs, comme la projection du spin d'un électron sur un axe, ou comme la polarisation d'un photon mesurée le long d'une certaine direction. Vous voyez, l'article de 35, 30 ans de relative indifférence, et puis en 64, là il y a un deuxième temps fort grâce à un physicien irlandais,
un physicien théoricien qui travaillait au CERN à l'époque, qui s'appelle John Bell. Et John Bell, il était turlupiné par ce problème, mais il était payé au CERN pour faire des calculs de section efficace, qui a calculé les probabilités que telle collision de particules produise telle autre particule, parce que le CERN faisait des collisions de particules à l'époque, et il était payé pour ça. Et il n'avait donc pas le temps de se consacrer à l'examen des problèmes fondamentaux de la physique quantique, et donc il a choisi de prendre une année sabbatique. Donc il s'est mis en congé du CERN pendant une année, pour tirer au clair ce problème. Et il publie un article en 1964 qui va avoir un impact très grand sur la suite de l'histoire. C'est un article vraiment génial lui aussi, mais pour comprendre ce qu'il contient, il faut revenir à l'article père lui-même. Et je vais le faire de façon très brève, mais pour que vous compreniez de façon plus formelle ce qu'Einstein appelle la réalité physique. Par quoi il la caractérise? Alors, c'est ce que j'ai mis sur le transparent que vous avez sous les yeux. Les trois hypothèses sur lesquelles Einstein s'appuie dans l'article 35 sont les suivantes. Première hypothèse, les prédictions de la physique quantique sont justes. Donc, il ne la conteste pas, il s'appuie sur elle. Les prédictions de la physique quantique sont justes. Deuxième hypothèse, aucune influence ne peut se propager plus vite que la lumière. Ce qu'on appelle le principe de localité d'Einstein, qui prend donc en compte les acquis de la théorie de la relativité. On est en 1935, la relativité a fait ses preuves, et donc Einstein croit en ses propres travaux, ce qui est naturel. Qu'est-ce qu'implique ce principe? Qu'il y a des cas où l'on peut être certain que de deux événements, aucun n'influence l'autre. Vous avez deux événements qui se produisent dans l'espace-temps, il y a des situations où il est impossible que le premier événement influence le deuxième. Quand est-ce que cette influence est impossible? Eh bien, c'est lorsque les deux événements sont si lointains dans l'espace et si rapprochés dans le temps que la lumière n'a pas le temps de les relier. Par exemple, si dans une seconde, un événement important se produit dans la galaxie d'Andromède, je ne peux pas modifier cet événement parce que le signal que je pourrais envoyer sur cette galaxie pour empêcher cet événement, pour le modifier, n'aura pas le temps d'y arriver avant qu'il se soit produit. Donc ce sont des zones de l'espace-temps qui ne peuvent pas s'influencer mutuellement parce que la lumière n'a pas le temps de les relier. Aucun signal n'a le temps de les relier. Donc ces événements se passent chacun dans son coin d'espace-temps, sans qu'aucune relation causale puisse les connecter l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle depuis le principe de localité d'Einstein. Il y a des événements qui sont locaux, ils ne peuvent pas être affectés par des événements qui sont très loin d'eux ou très rapprochés d'eux dans le temps. Troisième hypothèse, c'est la plus importante. Si en ne perturbant, là je cite explicitement l'article d'Einstein, si en ne perturbant aucunement un système, donc je ne fais aucune mesure sur lui, on peut prédire avec certitude, c'est-à-dire avec une probabilité égale à 1, la valeur d'une quantité physique, alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité physique. D'accord ? On voit que là, Einstein est en train d'essayer de restaurer l'interprétation de la physique classique à propos de la physique quantique. D'accord ? Si je suis capable avec certitude de prédire que l'électron va avoir un spin 1,5 quand je vais le mesurer, c'est que l'électron a vraiment en lui une propriété physique qui est son spin et qui vaut 1,5. Donc vous voyez que ces critères qui peut-être vous semblent compliqués, en fait, définissent une conception très générale de la réalité, qui est celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce que fait Einstein là, c'est qu'il précise ce qu'il faut entendre par le concept d'objet réel.
La définition qu'il propose peut vous sembler compliquée, mais elle est conforme au bon sens. Si je peux prédire le résultat de la mesure que je ferai d'une certaine propriété physique, et si ma prédiction est juste à tous les coups, alors j'ai tout lieu de penser que la valeur trouvée pour cette propriété n'est ni une hallucination, ni une chimère. Un élément de réalité doit nécessairement lui correspondre. Et le formalisme de la physique, lui, il doit être capable d'intégrer cet élément de réalité, que cet élément de réalité fasse ou non l'objet d'une mesure. Mais c'est là qu'est l'argument décisif. Et c'est à cette seule condition qu'une théorie physique peut, selon Einstein, être présentée comme complète. Alors, je vois vos têtes sans mes lunettes, donc je ne les vois pas bien, mais je comprends quand même que vous avez du mal à suivre. Donc on va prendre un exemple simple. Supposons que nous disposions de deux cartes. Une carte bleue et une carte verte. Et ces cartes, nous allons les placer chacune dans une enveloppe scellée. La carte bleue, je la mets dans une enveloppe. La carte verte, je la mets dans une deuxième enveloppe. Je bats les deux enveloppes, je les mélange. Je les bats comme on bat des cartes. Je donne une enveloppe à Paul et je donne l'autre enveloppe à Jules. Quand Paul ouvre son enveloppe, il découvre la couleur de sa carte. Vous êtes d'accord qu'avant qu'il fasse la mesure, la probabilité qu'elle soit bleue était égale à 1,5. La probabilité qu'elle soit verte était égale à 1,5. Le résultat qu'il obtient en ouvrant l'enveloppe est évidemment anticorrélé à celui qu'obtiendra Jules. Si la carte de Paul est bleue, celle de Jules sera verte, et réciproquement. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a aucun paradoxe qui apparaît ici. La couleur de la carte de Paul et celle de Jules ont été tirées au sort au moment du mélange des enveloppes, et ce n'est pas le fait que Paul prenne connaissance de la couleur de sa carte qui détermine la couleur de la carte de Jules. Quand Paul ouvre sa carte, son enveloppe, il trouve bleu. Pourquoi? Parce qu'au moment du mélange, c'est la carte bleue qui a été dans l'enveloppe qu'on lui a donnée. Donc il trouve la carte bleue parce que son enveloppe a toujours contenu la carte bleue. Et c'est ce type d'argument que l'hypothèse C d'Einstein condense. Il y a un élément de réalité physique associé à la couleur de la carte de Jules, puisque sans la perturber en quoi que ce soit, c'est-à-dire sans ouvrir l'enveloppe de Jules, on est capable de déterminer la couleur de sa carte. Il suffit pour cela de demander à Paul son propre résultat. D'accord? Paul, en ouvrant son enveloppe, découvre la couleur de sa carte et aussitôt, il connaît la couleur de la carte de Jules. Même si Jules n'ouvre pas son enveloppe, même si Jules est parti à 1 million d'années-lumière de Paul. D'accord? Donc voilà ce que dit Einstein. Si je suis capable de prédire avec certitude la couleur de la carte de Jules, sans faire de mesure sur la couleur de la carte de Jules, alors la couleur de la carte de Jules est un élément physique qui existe dans la réalité, indépendamment de la connaissance que j'en ai ou des mesures que je peux faire sur ce système. Et ce que Einstein démontre ensuite dans l'article, c'est que l'application de ce critère de réalité à la théorie quantique, qu'il postule exact, conduit au paradoxe EPR. Plus précisément, il démontre que l'ensemble des hypothèses A, B, C, lorsqu'on les applique à l'expérience de pensée que j'évoquais tout à l'heure, conduit à attribuer au sous-système, par exemple les éléments d'une paire de particules, des propriétés dont le formalisme quantique ne rend pas compte. Autrement dit, quand je prends ce critère de réalité, j'attribue aux électrons de la paire
un état de spin bien défini, alors que la mécanique quantique ne leur attribue pas un état de spin bien défini. D'accord ? Autrement dit, ce critère de réalité conduit à affecter aux particules des propriétés physiques dont le formalisme ne rend pas compte. Et donc, le formalisme quantique est pris en flagrant délit d'incomplétude, à condition évidemment de croire à ce critère de réalité. Et Einstein conclut qu'il doit exister un niveau de description plus fin de la réalité que celui que propose la physique quantique, et évidemment, ce niveau de description plus fin reste à découvrir. J'ai parlé tout à l'heure de la réponse de Bohr dans son article de février 1935, dans lequel Niels Bohr s'oppose à cette conclusion en expliquant que le critère de réalité d'Einstein ne peut pas être retenu. Puisqu'il est impossible d'obtenir une séparation nette entre le comportement des particules et leur interaction avec les appareils qui définissent leurs conditions d'existence, on doit considérer que la vitesse d'une particule n'est pas une propriété de la particule elle-même, mais une propriété partagée entre la particule et l'instrument de mesure. De plus, dès lors que la physique quantique se montre capable de quantifier les possibilités de résultats dans toutes les situations expérimentales permettant l'apparition d'un phénomène, elle doit être considérée comme prédictivement complète, et cette complétude de la prédictivité, c'est le mieux que l'on puisse exiger d'une théorie physique. Donc pour Bohr, il n'y a pas de problème, la théorie quantique est complète puisqu'elle est prédictivement complète. Et pour Einstein, elle est incomplète parce que la prédiction, ça ne suffit pas, il faut qu'elle soit ontologiquement complète. Donc vous voyez, ces deux conceptions philosophiques de ce qu'on doit attendre d'une théorie physique qui viennent s'affronter. Bon. Alors maintenant, j'en viens à John Bell, simplement en vous disant auparavant que il y a deux physiciens essentiellement qui ont essayé de travailler dans le sens que préconisait Einstein, c'est-à-dire qui ont essayé de compléter la physique quantique en introduisant des variables cachées supplémentaires, qui sont Louis de Broglie et David Bohm. Donc ils ajoutent des paramètres supplémentaires permettant de compléter la description des états physiques. Un état physique, c'est décrit par le vecteur d'état de la physique quantique plus autre chose. Alors, cette affaire a été élucidée en deux temps. John Bell, pour la partie théorique, et puis des physiciens expérimentateurs pour la partie partage entre les différentes interprétations possibles. John Bell, c'était un physicien réaliste au sens d'Einstein. Il était d'accord avec Einstein. C'est-à-dire qu'il était a priori porté à partager son point de vue selon lequel les événements physiques surviennent d'eux-mêmes indépendamment du contexte expérimental de leur manifestation. Mais il a remarqué, donc ce qu'il voulait, c'était prouver qu'Einstein avait raison. Mais en voulant démontrer qu'Einstein avait raison, il a remarqué un truc très bizarre. Il a remarqué que toutes les théories qui avaient été bâties dans le but de compléter la physique quantique grâce à l'introduction de paramètres supplémentaires, notamment la théorie de Broglie, l'onde pilote, ou bien la théorie de David Bohm, mais toutes ces tentatives ne parvenaient à satisfaire aux critères A et C qu'en violant le critère B. Autrement dit, aucune des tentatives qui allaient dans le sens d'Einstein n'était capable en apparence de satisfaire les trois critères en même temps. Autrement dit, ces théories étaient non locales, puisqu'elles violaient le principe de localité d'Einstein. Elles étaient non locales. On verra ce que ça veut dire. Et John Bell s'est posé la question de savoir s'il s'agissait d'une imperfection de ces théories particulières, donc c'est David Bohm qui avait mal fait le travail, disons, ou bien si c'était une propriété générale de toutes les théories à variables cachées susceptibles d'être construites. Autrement dit,
le problème que, le constat que on ne peut rajouter des variables cachées qu'en violant l'hypothèse de localité, est-ce que c'était un accident de parcours lié à la théorie de Bohm particulière, ou est-ce que c'était un obstacle sur lequel tomberaient toutes les tentatives de même nature? Eh bien, John Bell élucide cette question, c'est l'article vraiment génial de 64, et il montre de façon formelle que n'importe quelle théorie prétendant décrire la réalité et satisfaisant aux hypothèses A et C viole nécessairement l'hypothèse B. Donc c'est pas un accident de parcours. Si vous croyez à la mécanique quantique et si vous adoptez ce critère de réalité, vous tombez dans une théorie qui est non locale, qui viole la causalité. D'accord ? Alors, je vois que le temps passe, il faut que je me dépêche. Le miracle, si vous voulez, c'est que cet article d'Einstein va permettre de tester expérimentalement qui a raison. Est-ce que c'est Einstein ou est-ce que c'est Bohr? Et bon, j'essaie d'aller vite, mais je ne voudrais pas que vous perdiez complètement l'argument crucial. Ce que montre John Bell également dans cet article, c'est que toute théorie réaliste, c'est-à-dire satisfaisant aux trois hypothèses d'Einstein, entraîne des restrictions portant sur les résultats prévus pour certaines mesures. Ces restrictions s'expriment sous la forme d'inégalité de Bell, c'est le nom que l'on donne, et c'est là le nœud de l'affaire. Comme la physique quantique n'est pas une théorie réaliste au sens d'Einstein, il doit être possible d'imaginer des situations pour lesquelles les prédictions de la physique quantique entrent en conflit avec les restrictions dont parle Bell. Autrement dit, il doit exister des situations où la physique quantique prédit des résultats qui violent les inégalités de Bell. Et donc il doit être possible d'imaginer des situations particulières pour lesquelles les prédictions quantiques entrent en contradiction avec les prédictions de n'importe quelle théorie à variable cachée par laquelle on pourrait espérer compléter la physique quantique. Par exemple, la physique quantique prédit que les corrélations entre des photons émis en cascade, donc des paires de particules analogues à celles que je reprenais tout à l'heure, les corrélations entre ces particules sont plus fortes que ce qu'indiquent les théories locales à variable cachée. Plus généralement, il n'est pas possible de comprendre dans leur totalité les corrélations de type EPR en complétant le formalisme quantique dans l'esprit suggéré par Einstein. Alors, je vous dis des choses trop compliquées pour que vous puissiez les saisir en une heure, mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que montre l'article de Bell, si on l'appliquait au cas de deux vrais jumeaux pour lesquels on observe des corrélations très fortes dans les caractéristiques physiques, par exemple, deux vrais jumeaux ont la même couleur d'yeux, les mêmes cheveux, etc., etc. Deux vrais jumeaux ont des tas de propriétés identiques. C'est-à-dire qu'entre deux vrais jumeaux, il y a des corrélations très fortes. Eh bien, ce que dit John Bell, c'est que on doit renoncer, pour comprendre ces corrélations, à les expliquer en invoquant des jeux de chromosomes, qui seraient identiques pour les deux jumeaux, au motif que ces chromosomes joueraient le rôle de paramètres locaux et cachés. Donc quand vous avez des corrélations très fortes, comme celles entre deux jumeaux, vous n'avez pas le droit, dans certaines situations, à invoquer le fait qu'ils auraient des paramètres cachés qui détermineraient ces corrélations. Et grâce à l'avènement des lasers dans les années 70, ce débat entre Einstein et Bohr pouvait être tranché expérimentalement, dès lors que John Bell avait montré qu'il existe des situations expérimentales dans lesquelles la mécanique quantique ne prédit pas les mêmes choses que les théories qui essaient de la compléter. Et bon, je vous passe le détail de toutes les expériences, mais celle qui a été l'expérience cruciale a été menée en 1981 à l'Institut d'optique d'Orsay par Alain Aspect et son équipe, et qui a montré expérimentalement
que dans les situations de type EPR, les inégalités de Bell étaient non seulement violées, mais violées conformément aux prédictions de la physique quantique. Ça veut dire que dans certaines situations, deux particules qui ont interagi dans le passé ont des propriétés que leur distance mutuelle, aussi grande soit-elle, ne suffit pas à séparer. Donc même si ces particules sont très éloignées l'une de l'autre, vous ne pouvez pas les considérer comme indépendantes l'une de l'autre. Elles forment un tout inséparable. Il y a des corrélations qui les lient. Elles forment un état intriqué. Et ce comportement global neutralise toute tentative d'explication en termes de particules possédant chacune en propre à l'avance la propriété qu'on a décidé de mesurer. Alors, la conclusion de ce cours, c'est que il faut définitivement renoncer à interpréter la physique quantique dans le sens des idées d'Einstein. Il n'existe aucun espoir de pouvoir la compléter en introduisant une théorie locale à variables cachées. On ne peut la compléter que par des variables cachées non locales. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que ça veut dire. Mais on ne peut pas sauver la localité. Donc on doit admettre la non-localité, c'est-à-dire la non-séparabilité. Et ma conclusion pour l'ensemble du cours sera assez brève et elle sera la suivante. Lisez les textes des créateurs de la science moderne. Je pense à Galilée et Descartes, notamment. Ce sont des physiciens ou des philosophes qui adhéraient, pour ce qui est de la physique, à ce qu'on appelle aujourd'hui le mécanicisme. C'est-à-dire que selon eux, toute description de la réalité doit être formulée au moyen des seuls concepts de position, de figure, de mouvement, concepts que Descartes considérait comme innés. On a un concept inné de position, de vitesse, etc. Et donc nous constatons qu'en tout cas ce sont des concepts familiers, ou qui du moins nous sont devenus familiers. Les concepts de position, de vitesse, etc. sont des concepts qui nous sont devenus familiers. Et sous l'influence d'une certaine vulgarisation, ce mécanicisme un peu simplet continue d'irriguer notre façon de parler des objets physiques. On continue de parler des électrons comme si c'était des petites chaises, ou des petites boules, ou des petits cailloux. Et cela, bien que le XXe siècle ait clairement montré que ce mécanicisme doit être dépassé. Même les relativités restreintes ou générales ont montré que les concepts familiers ne sont pas les mieux adaptés à la compréhension du monde physique, qui sont même trompeurs et doivent être remplacés par des concepts mathématiques, abstraits, qui permettent d'aller vraiment au-delà des concepts familiers et donnent à la physique toute sa puissance. Le mécanicisme classique a donc été détrôné par ce qu'on pourrait appeler l'einsteinisme, qui consiste en l'idée que la réalité est structurée, qu'elle n'est pas atteignable au moyen des concepts familiers, mais que cependant, grâce aux mathématiques qui fournissent enfin les bons concepts, elle est connaissable. Donc l'einsteinine, c'est cette idée que la réalité physique est connaissable à condition de renoncer à nos intuitions, à nos concepts familiers, et de les remplacer par des concepts mathématiques qui nous permettent de saisir ce qu'Einstein appelait les os du poulet, les arcanes du réel. Et donc cet einsteinisme, c'est en quelque sorte, pour les physiciens théoriciens, l'équivalent du pythagorisme pour les mathématiciens. Et compte tenu de ce que je viens de vous dire, notamment sur la non-séparabilité quantique, il se pourrait que l'einsteinisme ne soit pas le fin mot de l'histoire, mais ça sera le fin mot de mon exposé. Je vous remercie. Bon, alors est-ce qu'il y a des questions? Levez la main, voilà. Donc il y a Sophie qui est avec moi aussi. Bon, je prends la première question, voilà.
Première question. À propos de la requête einsteinienne d'une réalité physique ou matérielle, et pas seulement d'un réalisme empirique, comme pour Bohm et les autres, comment est-ce qu'Einstein a pu s'accommoder, indépendamment de son appel à Dieu, a pu s'accommoder des apories de Gödel à la même époque sur incomplétude ou non-consistance d'un système logique? En fait, ces deux problèmes séparés, le mot incomplétude n'a pas du tout le même sens selon qu'on le place dans le débat quantique, où là il s'agit simplement de compléter le formalisme pour qu'il devienne déterministe et restitue la possibilité d'un réalisme ordinaire des physiciens, et l'incomplétude, au sens de Gödel, qui est un problème d'axiomatique. D'accord, où on peut, dans certains cas, décider de la valeur de vérité d'une proposition mathématique qu'en dehors du système d'axiomes qu'il a. Donc, je pense que c'est deux débats indépendants. En tout cas, Einstein n'a pas créé de pont entre les deux, à ma connaissance. Pardon. Moi, j'ai pas de difficulté à admettre que la réalité physique que l'on observe ne représente pas le fin mot de l'histoire, tout simplement parce que notre cerveau, qui a été formé par l'évolution, a été formé par la réalité physique palpable et pas par autre chose. Mais alors, les mathématiques, pourquoi elles auraient une vérité supérieure, puisque ce sont aussi des produits de notre cerveau? Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Justement, toute la question... Enfin, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites, mais quel est le véritable statut des mathématiques? Moi, je réinterprète votre question comme étant comment se fait-il que les mathématiques soient efficaces en physique? Finalement, la relativité produit un formalisme qui est en rupture avec le sens commun, mais en même temps, ce formalisme, il nous permet de comprendre ce qui se passe quand une particule va très vite ou quand elle entre en collision avec une autre particule, E égale mc2, etc. E égale mc2, c'est pas intuitif. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que les mathématiques prolongent, en les démentant, nos concepts familiers, de sorte que nous pouvons opérer dans des secteurs microscopiques ou même très grands dans lesquels nos sens sont silencieux. Et constatant cette efficacité des mathématiques, on peut se poser la question de savoir quel est leur statut. Est-ce qu'il faut être pythagoricien, dire que les mathématiques c'est le monde? Est-ce qu'il faut être platonicien, c'est-à-dire considérer que les mathématiques c'est un langage intermédiaire entre le monde des idées et le monde empirique? Est-ce qu'il faut être aristotélicien, c'est-à-dire considérer que les mathématiques c'est un ensemble de règles et de lois et de concepts qui nous permet de faire des fites, des courbes expérimentales? Je pense qu'aucune de ces interprétations ne tient. Et il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé là-dessus, notamment Dominique Lambert, qui lui soutient l'idée que l'efficacité des mathématiques en physique n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'en réalité, les mathématiques fournissent des structures invariantes qui nous permettent de prolonger notre vision dans le domaine de l'invisible. Et donc on peut voir, entre guillemets, l'électron, les quarks, grâce à des mathématiques qui manipulent beaucoup de structures invariantes. Et ça semble nécessaire pour pouvoir identifier un élément de réalité. Imaginez que je décrive un électron par une entité mathématique qui ne soit pas invariante. C'est-à-dire que quand je change l'angle sous lequel je regarde l'électron, eh bien l'électron disparaît. La structure mathématique que j'ai utilisée pour le décrire ne résiste pas à un changement de point de vue. Ben, ça signifie qu'il n'y a pas d'élément de réalité correspondant à l'électron. Si je veux pouvoir identifier un élément de réalité dans le réel physique, je dois être capable de pouvoir l'associer à une structure qui résiste à un changement de point de vue. De la même façon que quand je vois un verre, j'ai une vue partielle sur le verre. Mais je reconnais qu'il y a un verre ici. Parce que mon cerveau est capable de, par continuité, de reconstruire la forme complète du verre à partir d'un point de vue partiel sur le verre. Et bien, les mathématiques, en nous fournissant des structures invariantes, sont capables de saisir des éléments de réalité qui ne sont pas arbitraires, c'est-à-dire qui résistent à un changement de point de vue.
De là à dire qu'ils sont un produit de notre cerveau, comme vous le dites, il n'y a qu'un pas sans doute, mais je ne suis pas sûr qu'on soit autorisé à le franchir. On n'est pas obligé de suivre Jean-Pierre Changeux. Les émissions radio ou radar sont-elles associées aussi à des photons ou à des particules? Peut-on les observer? Je vais vous poser une question. C'est comment se fait-il que les questions n'aient rien à voir avec ce qu'on a dit? Mais je vais y répondre quand même. Les ondes radar ou radio sont des ondes électromagnétiques qu'on peut décrire avec l'électromagnétisme classique de façon très efficace. Formellement, ce sont des objets quantiques, mais pour les longueurs d'onde considérées, les approximations classiques fonctionnent très bien. Oui, bonjour. Moi, je crois que j'ai une question qui a trait à la question précédente. Comment peut-on définir des particules ou des antiparticules virtuelles? Bon, très facilement. C'est des particules qui sont en dehors de leur couche de masse. C'est-à-dire, pendant le temps qu'elles vivent, elles n'ont pas entre leur énergie et leur masse le lien prévu par E égale MC2. Donc finalement elles sont virtuelles au sens où leur existence d'une certaine façon viole la loi de conservation de l'énergie, et donc elles empruntent de l'énergie au vide pendant un certain temps, et plus elles empruntent d'énergie au vide, plus elles doivent rembourser le vide, l'énergie empruntée au vide rapidement, et donc elles ont une durée de vie très brève. Si vous voulez, c'est des particules qui ont besoin d'énergie pour exister pleinement. On est quelques-uns dans ce cas-là. On a tous besoin d'énergie pour exister. Donc c'est des particules virtuelles au sens où existe leur possibilité d'exister, d'apparaître, dès lors qu'on leur fournit l'énergie qui leur manque. Allez-y, monsieur, posez votre question. J'aurais deux questions, en fait, une en rapport avec, donc par ici, pour que vous voyez effectivement, la main doit être levée, droit devant, presque. Ah oui. Voilà, donc j'aurais deux questions, une en rapport avec ce cours et une en rapport avec le cours précédent, en fait, par rapport à aujourd'hui, ça serait au niveau, en fait, de la corrélation. Est-ce que l'univers dans lequel on est, on doit le voir comme un ensemble complètement fermé au niveau quantique des corrélations, ou est-ce qu'il y a plusieurs, je dirais, zones qui seraient limitées? Et par rapport, en fait, au cours précédent, c'était au niveau de l'équation de Planck sur laquelle je voulais revenir, sachant que les solutions paraissent à peu près continues et qu'on voit bien effectivement qu'au niveau du positionnement, je dirais, il y a de la discontinuité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez choquant, je dirais, en fait, dans cette équation-là? Alors la première partie de la question, c'est est-ce que finalement il n'y a pas qu'un seul système physique qui est l'univers? Parce que s'il y a des corrélations entre tous les objets qui ont interagi dans le passé, on peut dire que toute particule aujourd'hui a interagi dans le passé avec une autre particule, avec les autres particules, ne serait-ce que de façon gravitationnelle, et donc elles sont toutes corrélées, de sorte que le seul système physique que la mécanique quantique puisse reconnaître, ce serait l'univers tout entier. Et donc il y a effectivement des gens qui essaient de fabriquer une cosmologie quantique dans laquelle le seul système physique est l'univers. Mais d'un point de vue opératoire, on voit bien que une expérience du CERN donne des résultats qui sont indépendantes d'une expérience qui se ferait en même temps à Chicago. D'accord ? Donc on arrive à faire de la physique de façon relativement locale. Et il y a un certain nombre de théoriciens qui ont essayé de montrer comment, alors que cette non-séparabilité est la règle, on arrive quand même à vivre des situations qui sont isolées. Et donc à considérer des systèmes physiques isolés dont le comportement ne dépend pas de ce qui se passe sur Vénus ou ailleurs. Mais ça reste effectivement un problème, le problème de la séparation des systèmes et du caractère isolé qui permet de les décrire. C'est une question très compliquée. Maintenant, la deuxième partie de votre question, j'ai pas tout à fait compris. C'est le graphe que j'avais montré la première fois. C'est ça? Donc là, c'est l'axe des fréquences. Vous êtes dans une cavité de volume fini.
toutes les fréquences ne sont pas possibles. Il y a ce qu'on appelle des modes propres, qui sont dénombrables, c'est-à-dire on peut les compter, leur affecter un nombre entier. Donc il y a une infinité, mais cette infinité est dénombrable. On peut numéroter ces modes, donc il y a le mode 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et en fait il y en a une infinité. Là j'ai tracé des droites énergie égale NH nu, N est un nombre entier, H c'est la constante de Planck, nu c'est la fréquence. D'accord, donc excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Donc vous avez plusieurs pentes possibles, la pente n égale 1, la pente n égale 2, etc. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les droites verticales. Évidemment, les fréquences entre 0 et 1 sont interdites dans la cavité, entre 1 et 2 elles sont interdites, donc je retiens que les modes propres, fréquence 1, 2, 3, etc. Si vous n'utilisez pas la quantification, donc l'idée de quanta, eh bien, ce mode-là, par exemple, peut avoir n'importe quelle énergie entre cette valeur-là et la valeur maximale prévue par l'équipartition d'énergie, c'est-à-dire par l'idée que l'énergie totale du corps noir se distribue sur tous les modes propres. Donc ce mode, il peut avoir un peu d'énergie ou toute cette quantité-là, il n'y a pas de valeur interdite. Si vous voulez. Toutes les grandeurs intermédiaires sont autorisées. Pareil pour le mode 2, etc. À partir du moment où vous introduisez la quantification, où vous dites que les échanges d'énergie ne peuvent se faire que par paquet de grandeur h nu. Ça veut dire que dans les interactions entre la lumière et la matière, entre la lumière dans l'enceinte et les parois de l'enceinte, eh bien on peut échanger un quantum qui a cette grandeur-là, ou bien 2, ça fait tout ça, ou bien 3, etc., mais pas de valeur intermédiaire. Vous voyez que quand on est au mode fondamental, le mode numéro 1, j'ai pas compté là, mais il y a une petite dizaine de quantas qui peuvent être échangés. 10 quantas. Maintenant, je prends le mode 2. Les quantas sont déjà plus gros parce que nu est plus grand. D'accord ? Vous voyez qu'il y a moins de quantas qui peuvent être échangés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près. Maintenant, je prends le mode 3. Il n'y a plus que 4 quantas. Puis le mode 4, il y en a 3. Puis vous voyez qu'en allant vers les fréquences de plus en plus élevées, je vais arriver à un moment où l'équipartition empêchera l'échange d'un seul quanta, d'un seul quantum, parce que l'énergie de ce quantum sera plus grande que ce que prévoit l'équipartition d'énergie. Et donc, les photons, parlons en termes modernes, les photons de haute fréquence ne pourront pas être échangés entre la matière et la lumière. Et ça empêchera la catastrophe ultraviolette, parce que ça empêchera les fréquences de très haute énergie d'être alimentées dans le corps noir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai essayé. Sincèrement désolé, c'était en fait justement par rapport à ça, par rapport à l'échange des photons, quand l'électron en fait va passer d'un niveau à un autre niveau, sachant qu'on regarde l'équation de Planck, il y aurait une continuité, qu'est-ce qui se passe entre les deux niveaux, où là effectivement il y a une sorte de vide. Non, il n'y a pas de continuité justement, parce que ce qui est quantifié dans l'électron, dans l'atome, ce sont les niveaux d'énergie des électrons. D'accord ? Ils n'ont qu'un nombre, là encore dénombrable de valeurs possibles, donc il y a une certaine position qui est possible en énergie, une autre position plus basse qui est également possible. Quand l'électron est sur une orbite autorisée, il n'émet pas de lumière, mais il en émet quand il passe d'une orbite à l'autre. À ce moment-là, il emporte avec lui un photon dont la fréquence est donnée par la loi de Planck. Donc, vous avez un spectre de raies en fréquence, il y a un certain nombre de raies qui sont possibles et qui correspondent, qui traduisent le caractère discret du spectre de l'électron dans l'atome. Il y a une... Allez. J'en reviens à la théorie des multivers avec Everett et David Deutsch. Je voudrais savoir est-ce que vous pensez que cette hypothèse a de l'avenir? Si je pose cette question, c'est que je connais les liens forts entre David Deutsch et Richard Dawkins et sa théorie mimétique. Quant à Keith Richards, je voudrais dire, je ne sais pas s'il est dans l'état mort-vivant, dans l'état superposé mort-vivant. En tout cas, il semble... Si vous commencez à dire que Keith Richards est dans l'état du chat Schrödinger, on va se fâcher. Il est parfaitement vivant. En tout cas, il semble qu'il a cette vie comme le chat, justement. Ah oui, ça c'est vrai, par contre. Non, c'est pas parce qu'on est ressuscité qu'on est un chat Schrödinger. On pourrait peut-être appeler ça la théorie du cocotier. Oui. Oui, le cocotier. Alors, il y a des physiciens qui défendent l'hypothèse des mondes multiples, notamment Thibaut Damour.
qui dit même que si Einstein était vivant aujourd'hui, c'est cette interprétation-là qui le séduirait. Ça reste à prouver. Faut pas trop faire parler les morts. Moi, je pense que Einstein, s'il avait découvert les résultats de l'expérience d'aspect, il aurait dû subir une sorte d'apostasie d'une violence incroyable. Les résultats de l'expérience d'aspect auraient eu sur Einstein un impact qu'on a du mal à mesurer. Bon, donc je ne sais pas ce qu'il aurait fait, est-ce qu'il aurait continué la physique ou est-ce qu'il serait devenu plombier comme il l'avait souhaité par ailleurs. J'en sais rien, mais bon. David Deutsch, lui, il invoque les univers parallèles dans un autre contexte qui est celui de l'ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, effectivement, il est capable, enfin il n'existe pas encore, mais l'idée de l'ordinateur quantique, c'est d'utiliser la superposition quantique pour faire des bits quantiques plutôt que des bits classiques. Dans un ordinateur classique, un bit classique, il a comme valeur 0 ou 1. On-off, enfin, c'est un état dual, bien déterminé à chaque fois, mais qui peut prendre deux valeurs, 1 ou 0. Et le bit quantique, c'est un état superposé où on peut réaliser n'importe quelle combinaison linéaire du 0 et du 1. Et certains types de calculs, si on avait un ordinateur quantique pour les réaliser, permettrait de faire ces calculs beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. Pourquoi ? Parce qu'un ordinateur quantique pourrait faire un calcul qui est, comme on dit, massivement parallèle. C'est-à-dire qu'il fait des tas de calculs différents en même temps et qui vont, au bout d'un processus assez compliqué à décrire, donner le résultat du calcul que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus de calculs que celui qu'on demande en explorant des virtualités, des chemins parallèles, si on peut appeler ça comme ça. Et David Deutsch défend l'idée que ces chemins parallèles constituent en fait des univers parallèles. Moi, je trouve que c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Est-ce qu'il y a... Voilà, on va prendre peut-être une autre question. Je la prends, voilà. Pour revenir sur une chose qui a été dite à propos du malaise constructif ou du constructivisme malaisé de Bohm. Et ensuite une question sur John Bell et Alain Aspect. Il y a une très jolie phrase de Cavaillès, elle est peut-être très forte d'ailleurs, définissant l'expérience comme un système de gestes, régi par des règles dans des conditions indépendantes de ces gestes. Enfin, c'est tout le problème. Et est-ce qu'il faut bien comprendre donc que les expériences de Alain Aspect confirment et non pas contredisent le théorème de John Bell? Merci. Les expériences d'Aspect tranchent la question de savoir si la mécanique quantique peut être complétée par des variables cachées locales en utilisant le théorème de Bell. C'est le théorème de Bell qui a montré que dans certaines conditions, la mécanique quantique prédit des résultats qui ne sont pas ceux d'une mécanique quantique complétée par des variables cachées. Et l'expérience d'Aspect a montré deux choses importantes. Premièrement, les inégalités de Bell, qui sont la limite qu'imposent aux corrélations les variables cachées supplémentaires, ces inégalités de Bell sont violées. D'accord, c'est le résultat important. Ces inégalités de Bell sont violées, donc la mécanique quantique sans variable cachée viole les inégalités de Bell qui s'appliquent aux théories à variable cachée. Et deuxième résultat presque aussi important, c'est que la mécanique quantique viole les inégalités de Bell d'une façon conforme aux prédictions de la physique quantique. D'accord ? Donc pour moi, c'est le résultat du siècle, ça. C'est le résultat le plus important, sans doute, d'un point de vue épistémologique, du XXe siècle. Je suis désolé je me rends bien compte qu'en vous racontant tout ça, j'ai laissé des blancs, j'ai pas tout dit, parce que j'étais stressé par la durée. Il faudrait 3 heures pour vraiment vous faire comprendre l'enchaînement de tous les arguments utilisés. C'est quand même un débat qui a duré 50 ans. Il y a eu les événements importants que j'ai signalés, mais il y a eu d'autres petits événements entre-temps que j'ai pas eu le temps d'évoquer. Mais je vous invite à approfondir la question par des lectures personnelles.
Bon, je crois que... Il y a une question, là. Il y en a encore, oui, à côté de... Voilà, allez-y. Je suis désolé de vous poser une question, vous finissez de dire que vous êtes stressé, mais enfin... j'ai cru comprendre tout à l'heure au cours de votre exposé que vous n'hésiteriez pas à nous donner quelques informations sur les théories de la décohérence et sur la théorie des expériences plutôt, et sur, disons, les possibilités qu'elles offrent de situer dans l'espace, si j'ai bien compris, le moment où on passe de la physique quantique à la physique classique. Merci. Alors le critère de démarcation entre le monde quantique et le monde classique est assez mal défini. Il reste flou. Par contre, on comprend qu'un système très macroscopique, on comprend maintenant pourquoi ou comment un système très macroscopique devient classique. Autrement dit, le monde est quantique, mais nous comprenons pourquoi nous le percevons classique. Ce qui est déjà pas mal. La frontière entre les deux mondes est ambivalente, c'est pas une frontière brutale, il n'y a pas une transition de phase entre le monde quantique et le monde macroscopique. Et si vous voulez voir comment cette transition lente peut être approchée, je vous recommande de lire les articles de Serge Haroche, notamment publiés dans, par exemple, le numéro hors série de Sciences et Avenir sur le chat de Schrödinger, qui est sorti il y a quelques semaines, dans lequel il montre comment, à l'école normale, ils ont fabriqué des chatons de Schrödinger, c'est-à-dire des petits chats de Schrödinger, pas avec des vrais chats, parce que la SPA serait furieuse, mais avec des cavités qui contiennent un petit nombre de photons ou d'atomes. Et il montre que comment, en augmentant le nombre de photons ou d'atomes contenus dans la cavité, donc en augmentant le nombre de degrés de liberté permettant de décrire le système, on accélère le processus de décohérence. Donc plus il y a de degrés de liberté dans le système, plus le système tend à devenir rapidement classique. Et quand le nombre est très élevé, eh bien il devient classique. Oui, il y a une question au fond de la salle. Si on considère que le service minimum de la physique serait de prédire le résultat d'une expérience, la physique quantique qui ne peut que prédire une probabilité de résultat, est-elle considérée comme de la physique ? Ben, ça dépend de ce que vous appelez la physique. Mais en tout cas, le service minimum, elle le fait de façon maximale. Il n'y a pas de grève. C'est-à-dire la physique quantique, évidemment, ça serait tentant de dire ouais, c'est provisoire, on va la dépasser, etc. Ça n'est qu'un modèle. Le problème, c'est que ça fait 70 ans que ça dure, et que la physique quantique, qui a été en quelque sorte construite pour comprendre l'atome, fonctionne au niveau des particules élémentaires jusqu'à des énergies de l'ordre de 100 GeV. Et aucune des prédictions de la physique quantique n'a été contredite par l'expérience. D'accord ? Y compris les plus surprenantes, notamment les résultats de l'expérience d'aspect. Donc, ce que vous appelez le service minimum, moi j'accepte cette façon de dire, c'est celle que demandait Niels Bohr. Et la physique quantique le fait d'une façon très surprenante, remarquable. Il n'y a pas d'autre théorie, c'est la seule théorie qui n'ait jamais connu le moindre problème entre ses prédictions et les résultats expérimentaux. Donc il faut la prendre au sérieux. Merci. En revenant rapidement sur le problème de décohérence et plutôt de cohérence, la dernière fois vous aviez parlé justement des systèmes macroscopiques qui étaient quantiques, les superfluides et les lasers. Est-ce que vous pourriez juste en toucher un mot, pourquoi justement certains systèmes macroscopiques enfreignent en tout cas le modèle classique? Par exemple, un laser, il échappe à ce phénomène de décohérence. D'accord, donc il y a des systèmes pour lesquels auquel l'environnement n'est pas couplé. Et donc pour eux, la décohérence ne se produit pas. Le couplage entre l'environnement et le système est en quelque sorte annulé. Et la décohérence, encore une fois, n'explique que les situations dans lesquelles le nombre de degrés de liberté est très important. Ça ne résout en rien le scandale intellectuel qu'on peut ressentir
imaginant ce que peut être l'état physique d'une particule qui est dans un état superposé. La décohérence ne rend pas moins scandaleux le problème de l'électron qui est dans l'état A plus B. Elle permet de comprendre pourquoi beaucoup d'électrons dans l'état A plus B nous paraissent être constituer un système qui est descriptible par la physique classique. On va prendre une dernière question en haut à gauche de la salle. Oui, je suis là. En haut à ta gauche, voilà. D'accord. Ma question, c'est une question pour prolonger un peu ces 3 cours auxquels j'ai assisté et qui m'ont bien intéressé, je dois dire, mais je pense que je reflète là que la salle. Et vous voyez que vous avez beaucoup de questions et si on veut prolonger un peu cette réflexion, ma question est simplement celle-là. Est-ce que vous avez vous-même écrit quelque chose sur ces cours qui explique un peu ce que vous faites? Est-ce que vous pensez prendre une année sabbatique pour le faire? Ou avez-vous une bibliographie à nous proposer pour prolonger un peu ces réflexions? Merci. Bon, c'est une question difficile. Moi, je lutte contre une tendance actuelle dans le monde de l'édition, qui est de demander aux gens qui font des livres de faire des conférences, pour ensuite faire des livres à partir des conférences. Je pense que c'est un système qui inonde le marché de l'édition, qui conduit à une prolifération de livres. Et je pense qu'il faut suivre l'une ou l'autre de ces 2 démarches. Soit on fait des conférences et après avoir mûri un discours, on fait un livre. Soit on fait un livre qu'on a déjà mûri et on fait des conférences ensuite. Donc c'est ce que j'ai fait, moi. Sans prendre d'année sabbatique, j'ai fait un livre qui s'appelle Petit voyage dans le monde des cantats, qui dit beaucoup plus de choses que ce que j'ai eu le temps de vous dire en 3h30. Alors pour vous dire à quel point la vulgarisation est une démarche nécessaire et utile, lorsque ce livre est sorti, c'était en 2004 je crois, j'ai eu un appel téléphonique d'une journaliste d'un magazine de psychologie qui pensait qu'il s'agissait d'un recueil, en fait d'une enquête sur Bertrand Cantat et sa famille. Donc voilà, vous voyez qu'il y a encore du travail pour les vulgarisateurs. Et bon, bêtement, j'ai dit non, c'est pas ça. Bon, merci Étienne Klein. Merci à vous.